1606. John Smith, fondateur des Baptistes, fuit la répression en Angleterre. Après un bref passage à Amsterdam, il quitte l'Europe pour l'Amérique, où, un an plus tard, il fonde la ville de Jamestown, en Virginie. 1625-1636. La guerre de 30 ans bat son plein. Après avoir débuté en Allemagne en 1618, elle gagne l'Europe entière où les grandes puissances s'opposent. En 1648, la fin de la guerre laisse l'Empire germanique affaibli. Les deux grands gagnants d'une guerre qui n'en finissait plus sont la France et la Suède. 1648. La fin de la guerre de 30 ans est consignée dans un accord de paix, les traités de Westphalie. L'Empire germanique voit sa puissance bien amoindrie, de même que l'Espagne. Cette dernière doit accorder l'indépendance aux Provinces-Unies, qui deviendront plus tard la Hollande. 1649. Voici la tête d'un traître, dit le bourreau en tendant la tête de Charles Ier d'Angleterre à la foule. Après son exécution, la monarchie est supprimée par les députés. C'est l'avènement d'un nouveau régime. Ce roi impopulaire et peu habile était cependant un amateur de peinture dont Van Dyck fit le portrait. 1657. La puissante compagnie hollandaise des Indes orientales régente désormais Java. Après une série de crises entre la compagnie et le sultan Hamon Porat, ce dernier cède définitivement le contrôle de Java aux Hollandais. 1660. Le mariage entre Louis XIV et l'infante d'Espagne a été conclu un an plus tôt à l'occasion du traité des Pyrénées, qui rétablit la paix entre les deux grands voisins et fixe leurs frontières communes. 1665. C'est toute l'économie française qui est dirigée par le mercantilisme de Colbert, contrôleur général des finances. L'État planifie, réglemente, contrôle, dicte les procédures à suivre dans leurs moindres détails. L'objectif de ce qu'on appellera le colbertisme est de bâtir une économie forte et conquérante et d'assurer ainsi la suprématie et la grandeur de la nation française. 1669. Après 21 ans de siège, Candie, capitale de la Crète, se rend aux Turcs. Venise abandonne ainsi la Crète. Longtemps soutenue par les puissances européennes, Venise doit se résigner à capituler face aux forces de Fazid Ahmed Pacha qui, en échange, lui restitue les privilèges commerciaux dont elle jouissait au sein de l'Empire ottoman. 1606. L'Espagnol Torres découvre les Nouvelles Hébrides et établit d'une manière certaine l'insularité de l'Australie. Plus tard, de nombreux explorateurs partiront découvrir puis coloniser cet immense territoire. 1626. Le gouverneur de la petite colonie hollandaise de New Netherland achète pour 60 florins l'île de Manhattan aux Indiens et y construit le fort de New Amsterdam, qui deviendra New York. 1637. Depuis quelques années règne en Hollande la fièvre de la tulipe. Importée de Turquie, cette fleur connaît un succès spectaculaire. On échangeait encore il y a peu un bulbe de tulipe contre des chevaux. C'est dire si l'effondrement du cours du bulbe ruinera plus d'un amateur. 1651. Indispensable point de passage sur la route des Indes, le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique est un lieu stratégique. En 1651, les Hollandais y envoient une expédition qui va construire un fort et accueillir les premiers colons. La ville du Cap est née. 1658. C'est en Suède que naissent les premiers billets de banque européens. Émis par la Banque de Stockholm, ils sont échangeables contre leur valeur en or. 1660. Le Parlement de Paris interdit les dissections sauvages et en confie le monopole à la faculté, désormais seule, habilitée à étudier les cadavres. Cette mesure entraînera le développement d'un insolite et macabre marché noir. 1666. Un terrible incendie ravage Londres. Durant 4 jours, les flammes détruisent les 3/4 de la ville. Après la peste de l'année précédente, le feu s'étend sur la métropole qu'il faudra reconstruire. 1669. Louis XIV, le roi Soleil, délaisse le Louvre pour mener une vie itinérante entre Fontainebleau, Saint-Germain, Chambord et Versailles qu'il entreprend d'agrandir et où il s'établira. La cour de Louis XIV se caractérise par son faste, mais aussi par ses complots, ses conspirations
et ses intrigues. 1606. Antoine et Cléopâtre, la pièce de Shakespeare, est présentée pour la première fois à Londres. Poésie et romantisme se mêlent pour raconter l'histoire d'un amour illustre. 1629. Attiré par la liberté d'esprit qui y règne, Descartes s'installe en Hollande, loin d'une France qu'il juge moins tolérante. En 1637, il y publiera son célèbre ouvrage « Le discours de la méthode ». Les tolérantes terres de Hollande seront un lieu d'exil pour de nombreux écrivains et philosophes de l'époque. 1643. Le Potala, nouveau palais du Dalai Lama, s'élève à Lhasa. Sa couleur rouge sombre le démarque du reste des monuments de la ville. 1632-1654. Il faudra plus de 20 ans pour construire cet extraordinaire monument, le Taj Mahal. L'empereur Shah Jahan le fit construire en mémoire de son épouse adorée, Mumtaz Mahal, qui a donné son nom au palais. 1654. La publication du roman Clélie de Madeleine de Scudéry et sa fameuse carte du tendre souligne le succès de la préciosité dans les salons de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Bien sûr, les précieuses prônent le raffinement et la courtoisie envers les femmes, mais aussi le droit de choisir son mari, ou encore de divorcer. 1659. Avec les précieuses ridicules, Molière dépeint un tableau de la préciosité tel qu'elle ne s'en remettra pas. Il s'agit du premier succès de Molière, dont la carrière sera jalonnée de satires acerbes qui lui vaudront la célébrité et des ennemis. 1668. À 47 ans, Jean de La Fontaine publie 6 ouvrages de fables choisies mises en vers. Ces textes, souvent inspirés des fables d'Ésope, resteront un modèle du genre. Elles seront connues et récitées par des générations d'enfants. 1669. Racine, célèbre pour ses tragédies, présente à Paris Britannicus. Bien que s'inspirant souvent de l'Antiquité romaine ou grecque, il reste un auteur dont les textes dérangent par leur actualité politique. 1606. La mort de la Vierge du Caravage fait scandale. Le monastère de Santa Maria de la Scala refuse la toile. Le duc de Mantoue, conseillé par Rubens, achète alors l'œuvre. 1635-1636. Velázquez, peintre de la cour d'Espagne depuis 1623, revient d'un voyage d'études en Italie. À son retour, on constate un changement dans le traitement des couleurs qui se rapproche de celui des grands peintres italiens. 1642. Des 3 frères Le Nain, Louis est celui à qui l'histoire de la peinture doit les scènes paysannes. Il est en effet l'un des premiers à décrire la vie quotidienne des campagnes. 1646-1649. Les scènes religieuses de Georges de la Tour baignent dans un éclairage nocturne, calme, mystérieux, on pourrait même dire velouté. Ces tableaux, uniques en leur genre, soulignent la communion entre l'esprit, la lumière, le peintre et son sujet. 1654-1658. Vermeer peint La Laitière, l'une de ses plus célèbres toiles. On y retrouve cette description minutieuse des détails et de la figure humaine. Ici, chaque objet, chaque détail, chaque ombre semble animé d'une vitalité intérieure. 1660. Les 4 saisons est constituée d'une série de toiles, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On considère cet ensemble comme le chef-d'œuvre de Poussin, la synthèse de son goût pour les scènes religieuses et historiques et de son habileté à décrire les beautés de la nature. 1664. Peintre reconnu et admiré, Frans Hals réalise de nombreuses commandes pour la bourgeoisie hollandaise. Son traitement pictural se caractérise par une nervosité de traits qui rend ses portraits très vivants, comme s'ils avaient été peints sur le vif. 1669. Meindert Obema, l'un des peintres paysagistes hollandais les plus appréciés, ne travaille plus qu'occasionnellement. Débute alors une période où ses œuvres, de plus en plus rares, se distingueront par la minutie de leur détail, comme cette célèbre allée de Middelarnis. 1606. Le 15 juillet naît Rembrandt van Rijn, fils de Armen et Cornelia. La famille van Rijn est prospère et peut envoyer le petit Rembrandt faire des études. Puis, en 1620, à 14 ans,
Le jeune homme intègre la prestigieuse université de Leyde, où Descartes enseignera 10 ans plus tard. 1625. Rembrandt ne restera pas longtemps à l'université. Passionné par la peinture, il cesse bientôt ses études pour intégrer l'atelier d'un peintre de sa ville. Les progrès du jeune apprenti sont fulgurants et son père décide de l'envoyer à Amsterdam chez le célèbre peintre Peter Lasman. Rembrandt y reste 6 mois, puis, de retour à Leyde, il fonde à 19 ans son propre atelier. 1626-1642. Le succès de Rembrandt est impressionnant. Très vite considéré comme l'un des jeunes peintres les plus doués de sa génération, il quitte sa ville natale de Leyde pour s'installer à Amsterdam. Rembrandt y réalise sa première grande œuvre, la leçon d'anatomie du docteur Tulp. Il est alors riche et reconnu. Son mariage avec une jeune bourgeoise, Saskia, le comble de bonheur. Mais en 1642, à 30 ans, Saskia meurt, emportée par la tuberculose. 1643-1649. La mort de Saskia est une tragédie. Rembrandt se réfugie dans la peinture. Son talent est reconnu, mais il se montre de plus en plus solitaire et difficile. Il s'établit avec une jeune et jolie servante, Hendrikje Stoffels. Elle remplace Saskia dans le cœur du peintre. C'est le second amour de sa vie. 1650-1656. Les mœurs de Rembrandt choquent. La bourgeoisie d'Amsterdam réprouve sa relation hors mariage avec Hendrikje, son comportement emporté et ses excès dispendieux. Rembrandt dépense sans compter l'argent que lui a laissé Saskia et se constitue une formidable collection d'objets d'art. Mais les dettes s'accumulent et les commandes se font de plus en plus rares. Ses clients ne comprennent plus son art et sont déroutés par sa liberté. 1657-1662. Contraint par ses multiples créanciers, Rembrandt met en vente ses tableaux, sa collection d'œuvres d'art, ainsi que sa maison et tout ce qu'elle contient. En 3 ventes publiques, tous ses biens sont dispersés. Mais le produit de la vente ne suffit pas à tout rembourser. Un habile montage financier et juridique lui permet d'échapper à la faillite définitive. Rembrandt s'installe avec Hendrikje dans un quartier plus modeste et se consacre plus que jamais à son art. 1663-1668. Rembrandt est vieux, il est au sommet de son art, mais la vie ne lui laisse aucun répit. Après Saskia, c'est Hendrikje qui meurt, et 5 ans plus tard, c'est son fils Titus, alors qu'il vient de se marier. Rembrandt, vieux, malade et fatigué, est désormais seul. Face à lui-même, à son art, et bientôt à la mort. 1669. Une fois encore, Rembrandt a le courage de revenir à lui. Une fois encore, il regarde son miroir et observe ses traits. Fatigué et bouffi, son visage garde ce regard d'où jaillit une lumière à jamais inscrite dans l'histoire de la peinture. Le 4 octobre 1669, à 63 ans, Rembrandt s'éteint.